le chamanisme, ça t'aide à contourner en fait notre état limité, en état de veille, qui est conditionné par notre trauma, par nos croyances limitantes, par plein de choses. Ça t'envoie dans cet état-là où tu peux avoir accès à cette sagesse intérieure, tu peux avoir accès à cette conscience de l'amour qui est en toi, autour de toi. Et ça te permet, ça, en fait, de dépasser certaines choses qui peuvent être justement des traumas. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui dans Pas de soucis, je reçois Guillaume Zender, praticien en chamanisme informé trauma et créateur du compte désormais très suivi sur Instagram Chamanisme Intégratif. Dans cet épisode, Guillaume nous parle de ce qu'est le chamanisme, de pourquoi y ajouter la régulation du système nerveux a été indispensable à sa guérison, de quelles plantes peuvent aider à soulager l'anxiété, d'une réponse de survie dans laquelle tu te reconnaîtras peut-être et bien plus encore. Bienvenue Guillaume dans cet épisode de Pas de soucis, merci infiniment pour ta présence. Je sais qu'on attendait tous les deux cette conversation avec enthousiasme, avec impatience, donc je suis hyper contente de cette rencontre. Bienvenue. Et moi j'aime bien, tu vois, faire ces conversations et je me dis on enregistre et comme ça on en fait voilà, profiter plus de monde, donc c'est génial. Est-ce que tu peux commencer par voilà, juste déjà nous dire qui tu es, praticien en chamanisme, qu'est-ce qui t'a amené là en fait, on en a parlé un petit peu, mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené au chamanisme, au système nerveux? Voilà, je suis curieuse. Ouais, écoute, c'est un petit peu une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer pas mal. Donc, c'est en fait, si tu veux, j'ai toujours été, depuis très petit, j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai commencé très jeune à être passionné de spiritualité et des réalités invisibles. Je suis né dans un petit village et dans ces petits villages, dans cette campagne, il y avait des rebouteux, des guérisseurs et tout ça. Et mes parents, ils nous amenaient quasiment jamais chez les docteurs. C'était dès qu'on avait un petit truc, on allait chez un guérisseur ou un rebouteux. Et en fait, à peu près vers les 7 ans, il y a une guérisseuse comme ça qui a demandé à mes parents si ils étaient OK pour que j'aille chez elle. Et donc j'allais les mercredis après-midi chez elle. Et elle commençait à m'apprendre du coup à sentir les énergies des plantes, des arbres, des êtres humains et tout ça. Donc si tu veux, c'est ça, donc à 7 ans, c'est ça qui a lancé ma passion pour, on va dire, pour la spiritualité et l'approche du travail énergétique et avec les réalités invisibles. Donc j'ai toujours eu ça toute ma vie. Et après, j'ai une deuxième histoire d'amour dans ma vie qui est la forêt et la nature. Et très jeune aussi, je me suis dit, moi je veux travailler dans la forêt, je veux aider la nature. Donc c'est ce qui a donné une direction à ma carrière. Donc je me suis formé dans la gestion des forêts et de l'environnement. Parce qu'il fallait quand même faire un truc sérieux. Voilà, c'est ça. Mais moi, de toute façon, il fallait que ce soit en relation avec la nature. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à vivre en Amérique du Sud. Donc mon premier boulot, c'était donc en Amérique du Sud. J'ai vécu 1 an en Équateur et puis 2 ans en Colombie. Et je travaillais avec des communautés indigènes d'Amazonie et dans les Andes aussi pour les aider à trouver des alternatives aux activités qui causent de la déforestation. L'idée, c'était vraiment de réduire la déforestation. Du coup, comme j'étais passionné de spiritualité, évidemment, tout mon temps libre, moi, je l'ai passé avec les chamans des communautés, avec les herboristes traditionnels, avec les sages-femmes, avec tous les guérisseurs que je pouvais rencontrer. C'était vraiment un truc qui me passionnait. Et je me suis aussi formé, du coup, parce que avec, si tu veux, là-bas, ces approches chamaniques, ça m'intéressait vraiment à ce qu'était le chamanisme. Donc je me suis formé aussi auprès de Michael Harner, qui est un anthropologue, qui a écrit une école qui s'appelle la Foundation for Shamanic Studies, où il transmet ce qu'il appelle le core shamanism, c'est-à-dire vraiment ce qu'est le chamanisme au cœur. Il y a un noyau universel de pratiques que tu retrouves dans toutes les cultures chamaniques du monde. Donc c'est une pratique chamanique dénuée d'aspects culturels et religieux, mais qui permet quand même d'avoir accès à ces états modifiés de conscience.
Donc voilà, c'est tout ça qui m'a amené vers le chamanisme. Après, donc j'ai parcouru énormément de chemins comme ça avec ces pratiques-là. Mais je me suis aussi aperçu, et ça a été surtout suite à une crise personnelle, on va dire, dans ma vie, que en fait, ce qui depuis tout petit motivait ma passion et mon engouement pour toutes ces pratiques spirituelles, c'était quelque chose que j'arrivais pas à nommer vraiment, parce que j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était, parce qu'en fait, finalement, moi, je suis né avec cette sensation. En fait, c'était l'anxiété. Je suis né, j'arrivais pas à la nommer parce que ça faisait partie de moi, si tu veux. Je pense que vraiment, je suis né anxieux, né avec de l'anxiété. Et je pense que ce qui a fait que je me suis engouffré dans ces pratiques-là, c'est parce que c'était le seul refuge que j'avais, c'était là où je sentais que j'allais mieux, en fait. Même si c'était une petite illusion de mieux, parce qu'en fait, c'était rien par rapport à ce que je ressens maintenant. Mais du coup, cette crise m'a montré que cet inconfort, malgré tout le travail de guérison que j'avais fait avec les guérisseurs, avec les plantes, avec l'énergétique, c'était toujours là, cette problématique. Et c'était revenu de plus belle, avec des crises d'angoisse qui revenaient, enfin, la dépression, c'était vraiment très très difficile. Et c'est cette crise-là qui m'a mis sur le chemin des traumas. Et c'est donc, voilà, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. T'as passé, ça fait à peu près 2 ans, t'as passé 31 ans à essayer de te guérir, à faire les trucs les plus dingues possibles en termes de guérison. Et t'as toujours la même problématique que t'as en fait depuis enfant. Et j'ai eu la chance, alors voilà, est-ce que j'ai été guidé, je sais pas, mais de commencer à m'ouvrir à ce qu'est le système nerveux et la réalité du trauma dans le corps. Et là, je me suis aperçu qu'effectivement, en fait, j'utilisais ces pratiques chamaniques et spirituelles comme une échappatoire maintenant. C'était plus vraiment quelque chose de... Ça m'a aidé à survivre, je pense, tu vois, ça m'a aidé à continuer à évoluer, à grandir, à être un adulte. Mais c'était vraiment une échappatoire. Ok. Ouais. Et donc, pour toi aujourd'hui, avec tout ce parcours et ces réflexions, est-ce que c'est... On doit d'abord s'occuper de réguler son système nerveux et après on peut aller dans des pratiques? Est-ce que tu les proposes en même temps? Comment est-ce que tu vois la chose aujourd'hui avec ce recul un petit peu? Est-ce que c'est de là qu'est né le chamanisme intégratif? Parce que d'ailleurs, c'était une de mes questions, c'est quoi du coup? Parce que le chamanisme, peut-être que d'ailleurs tu peux nous dire aussi ce que c'est le chamanisme. T'as parlé de ce core shamanism, mais du coup c'est quoi? C'est cette connexion à la nature? Qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde qui nous écoute connaît pas forcément. Ouais. Donc c'est quoi le chamanisme? Et du coup avec cet aspect du système nerveux, c'est quoi le chamanisme intégratif? Est-ce que c'est toi qui l'as inventé? Voilà, Ouais. dis-nous un peu. Alors, je vais commencer quand même par ta première question, pourquoi le chamanisme intégratif et du coup, est-ce que spiritualité doit venir après système nerveux? Alors, je pense que c'est bien de garder en tête et d'avoir conscience que les pratiques spirituelles, ça peut vraiment aider, mais que ça peut être une échappatoire et une sorte d'addiction qui nous empêche de faire face à notre mal-être. Ouais, tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser, on dit spiritual bypassing, tu sais, Exactement. en anglais, ouais. Ouais. Et moi, avant de me former avec Lucille en breathwork, j'avais fait une formation avec Sacred Breath Academy, une Kaya aux États-Unis. Et elle parlait énormément de spiritual bypassing et comme le breathwork était utilisé aussi comme spiritual bypassing, on avait été beaucoup formés là-dessus. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Donc du coup, pour ceux et celles qui nous écoutent, pour qui c'est pas super clair, ça spiritual bypassing, donc c'est le fait d'aller dans des pratiques spirituelles en fait, mais pour pas comme une forme de dissociation en fait, un petit peu, hein, C'est ça. pour pas être dans le corps et pour pas être avec l'inconfort. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est souvent d'ailleurs, je pense que les gens qui, tu vois, parce que moi, typiquement l'exemple de ma vie, quoi, c'est j'étais dissocié déjà à 7 ans, je pense, tu vois, j'étais pas du tout dans mon corps. D'ailleurs, j'explique souvent ça aux gens. Quand je me regardais dans la glace, j'avais l'impression de me regarder d'en haut. Tu vois, je regardais une image d'en haut d'un corps que je voyais. C'est le chamanisme à la base qui m'a aidé quand même à me sentir un peu plus dans mon corps, mais voilà, c'était pour dire à quel point. Et donc je pense qu'effectivement, c'est une façon de renforcer cette dissociation, les pratiques. Ça peut être une façon de renforcer cette dissociation, les pratiques spirituelles, mais ça peut être aussi des aides incroyables. Et tu vois, le chamanisme, pour moi, c'est une pratique qui peut être un soutien déjà incroyable dans la résolution des traumas et qui peut apporter aussi quelque chose en plus.
Du coup, je vais parler peut-être un petit peu de ce qu'est le chamanisme pour que tu Ouais, puisses mieux voilà. comprendre de pourquoi je Mm, considère que c'est un soutien. mm. Donc, il faut savoir que le chamanisme, c'est une pratique qui est probablement la pratique spirituelle la plus ancienne qui soit du monde. On a retrouvé des traces de chamanisme, de pratiques chamaniques dans des grottes préhistoriques qui datent d'à peu près 100 000 ans en arrière. Nous, les êtres humains, ça fait à peu près 200 000 ans qu'on est sur la planète, donc ça, tu vois, ça fait au moins depuis la moitié de l'histoire de l'humanité qu'on aurait des pratiques chamaniques. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui remonte à loin dans notre patrimoine ancestral, si tu veux. Mais un autre truc qui est super intéressant, c'est que ces pratiques-là, en fait, on les retrouve absolument partout dans la planète. Donc, le mot chaman, c'est un mot qui vient d'une tribu sibérienne, le peuple Tungus. Et dans leur langue, ce mot chaman, ça veut dire celui ou celle qui peut voir dans le noir. Donc c'était un mot qui était utilisé pour décrire ces personnes qui avaient la capacité de voir au-delà de la réalité quotidienne, tu vois, ce qu'on peut pas voir avec les yeux. Et en fait, les anthropologues qui ont étudié ce peuple, ils ont pris ce mot chaman et ensuite ils l'ont calqué, ils l'ont appliqué à toutes les tribus du monde où il y avait ces personnes qui avaient cette capacité à interagir avec les réalités invisibles. Donc oui, le mot chamanisme, si tu veux, il est relié à une tradition, la tradition Tungus sibérienne. Mais en fait, il a été utilisé simplement comme un vocabulaire qu'on avait perdu pour décrire un phénomène qu'on retrouve de façon universelle dans le monde entier. Donc, t'as pas besoin d'appartenir à une culture particulière, d'avoir des plumes sur la tête ou d'être amérindien pour faire des pratiques chamaniques. Merci de rappeler ça. Je pense que c'est très important parce que je pense qu'on associe vraiment ce mot à effectivement ça, ou à cette appropriation culturelle, etc. Et je pense que c'est super important les travaux que font. Comment c'est celui qui t'a Michael enseigné Arner. Ouais, Michael Arner, tu vois, de Mm. ce cold shamanism. Je pense que c'est super intéressant justement un petit peu cette comment on dit, to bring together, quoi, d'amener ensemble tout ça en fait. Ouais, Ouais. bien sûr. Et tu vois, nous-mêmes en Europe, on avait des chamans en fait. Mm. Dans les temps Mm. plus anciens, tu vois, à l'époque des Celtes, les druides, c'était en fait nos chamans. Mm. Il y a des mots même, ils avaient tu vois, moi je suis très intéressé par la spiritualité druidique, j'ai fait beaucoup de recherches justement sur les pratiques chamaniques dans notre patrimoine à nous, et on retrouve surtout dans le pays de Galles, en Irlande, ils avaient des mots qui décrivaient ces personnes qui étaient capables de voir dans les réalités invisibles. Donc ça fait partie de notre patrimoine aussi. Plus tôt dans l'histoire, tu vois, au niveau du Moyen-Âge, les sorcières, c'était nos chamans. Sorcières aussi, elles étaient capables d'interagir avec les esprits, avec les réalités invisibles. Donc nous, on a été complètement coupés. On est probablement la seule culture, enfin une des seules cultures qui a été coupée de son patrimoine chamanique ancestral. On a tué les druides, les Romains. Les sorcières ont été exécutées aussi. Mais c'était aussi dans notre culture. Ok, donc on a ces pratiques spirituelles et comment ça vient s'intégrer pour toi avec le système nerveux si on revient sur notre Ouais, sujet. donc du coup, ce que je trouve génial, si tu veux, avec le chamanisme, c'est que ça te permet... donc la base du chamanisme, c'est en fait des outils qui te permettent d'altérer un petit peu ton état de conscience. Ok. Si tu veux, bon, toi tu connais ça avec le breathwork, tu l'as déjà expérimenté avec le breathwork parce qu'on peut atteindre ces états-là avec le breathwork. Mhm. Mais avec le chamanisme, c'est vraiment aller dans cet état-là à volonté. C'est un peu l'état, donc ça je le dis pour les personnes qui nous écoutent, parce que toi tu le connais, mais c'est un peu l'état dans lequel on se trouve au moment où on va s'endormir, mais qu'on n'est pas encore tout à fait endormi, mais qu'on n'est pas non plus totalement réveillé, et qu'on peut avoir un peu une sensation bizarre avec des images, des visions et tout. Le chamanisme, ça te fait rentrer dans cet état-là à volonté, et en sortir à volonté. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes, souvent j'ai cette question-là moi, donc je vais te poser exactement la même question de débutant si j'ai envie de dire, est-ce que c'est comme l'hypnose ou pas? Parce que souvent c'est ce à quoi on compare. C'est, en fait, un voyage chamanique, oui, c'est proche de l'hypnose. Sauf que dans l'hypnose, t'es guidé par quelqu'un. Dans un voyage chamanique, t'es guidé par un esprit allié. Ok. Et ton intention. Super. Tu gardes toujours le contrôle. Hein, c'est vraiment une pratique. Contrairement à enfin, si tu veux, tu peux aussi le comparer à un état méditatif très profond, le voyage chamanique, l'expérience chamanique. Sauf que la méditation, t'es totalement passive. Hein, t'es censé justement ne rien faire. Dans le voyage chamanique, t'es très active.
C'est vraiment, tu as une intention, un but, et il y a vraiment un voyage de l'esprit qui se met en place. Ok. D'accord? Donc c'est à peu près Mm. cet état-là. Mm. L'avantage, si tu veux, de cet état-là, c'est que ça te permet de prendre du recul et de dépasser les limitations que tu peux avoir dans un état normal, dans un état de veille normal, où tu as tes traumas qui sont là, qui t'empêchent d'avoir accès à ta sagesse intérieure, en gros, la conscience que tu as de l'amour à l'intérieur de toi. Le chamanisme, ça t'aide à contourner en fait notre état limité, en état de veille, qui est conditionné par nos traumas, par nos croyances limitantes, par plein de choses. Ça t'envoie dans cet état-là où tu peux avoir accès à cette sagesse intérieure, tu peux avoir accès à cette conscience de l'amour qui est en toi, autour de toi. Et ça te permet, ça, en fait, de dépasser certaines choses qui peuvent être justement des traumas. Hmm, ok. Et justement, cet état de conscience modifié, je sais que les personnes qui ont pas mal d'anxiété, ça peut faire un peu peur. Je sais que j'ai souvent ces réponses, moi, avec le breathwork, oulala, état de conscience modifié, je sais pas trop. Euh, J'imagine que c'est hyper sécurisant de t'avoir toi qui as cette connaissance du système nerveux, cette connaissance de qu'est-ce que c'est en fait de être en sécurité, se sentir en sécurité dans le corps et t'amènes le chamanisme. Euh, Finalement, comment tu fais? Est-ce que on crée d'abord la sécurité dans le corps et après on peut aller dans le voyage chamanique? Quelqu'un qui Exact. a des gros traumas ou beaucoup d'anxiété, c'est conseillé? Comment est-ce que tu travailles avec ça? Ouais, non, c'est une super remarque. C'est vrai que quand il y a beaucoup d'anxiété, mais même, parce que tu vois, je pense que vraiment, surtout moi qui enseigne le chamanisme à pas mal de monde, euh, je pense qu'on a tous des niveaux d'anxiété plus ou moins forts. Et même les gens qui se considèrent pas comme étant anxieux, j'ai vu moi dans mes stages, depuis que je les ai informés trauma, à quel point de commencer par créer la sécurité dans le corps, c'est ce qui te permet d'avoir un accès très très puissant et profond à ces états de Mm. conscience modifiés. Donc oui, je Mm. commence toujours par créer une sorte de cocon de sécurité avant d'entrer dans ces états de conscience. Tu peux nous donner un ou deux exemples de pratiques, peut-être des pratiques que toi t'aimes bien, qui marchent bien pour toi, pour ramener la sécurité dans le corps, peut-être pour qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui commencent à avoir un sens de ça. Ouais. Euh, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Moi, ce que j'aime bien Celle faire, que t'aimes bien, voilà, celle ouais, que t'aimes bien faire toi. j'aime beaucoup le câlin papillon. Mm. Tu connais, hein? Yes. Ouais, Ouais, c'est donc ouais. on met ses mains sur la On tapote. poitrine et on tapote voilà, en alternant. Ça, Mhm. j'aime bien. Après, des choses toutes simples, mais comme par exemple poser une main sur son cœur et puis tu vas prendre un temps pour être avec son corps et faire un body scan, scanner son corps, voir où c'est qu'il y a des tensions, où est-ce qu'il y a des endroits des parties de nous qui sont lumineuses, relaxées. Et puis, saluer les parties qui sont tendues, leur dire qu'elles sont bienvenues et les prendre en compte. Ça, parfois, juste ça, tu vois, ça suffit pour que tout le système nerveux se relaxe et qu'on puisse être un peu plus entier et ouvert à l'expérience chamanique. Mais pas que, hein, ça sert vachement aussi dans la vie de tous les jours, ça. Mm. T'avais fait une petite vidéo sur ça et c'est une pratique dont on parle beaucoup en somatic experiencing, donc ça m'a tilté, tu vois, parce que là je me lance dans dans ce grand parcours. Dans l'anxiété, tu sais, on dit cet inconfort et c'est super intéressant. Je fais le parallèle rapidement, mais avec, tu disais ceux qui voient dans le noir. Et moi j'aime bien utiliser cette métaphore au début en disant aux personnes, on va aller dans vos sensations en fait, et peut-être qu'au début, ça va paraître comme si vous alliez dans une pièce où il y a du noir, en fait. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce, qu'est-ce qu'il y a comme objet, on va aller toucher les murs, et puis je vais être là avec vous, on va aller toucher les murs, tu vois. Ça Mm, peut être un peu cette sensation-là au début. Donc, absolument. de ressentir ces sensations qu'on peut avoir quand on est anxieux, d'être avec l'inconfort, et puis de penduler comme ça. Alors, on peut penduler entre quelque chose d'extérieur et d'intérieur. C'est quoi la pendulation? Est-ce que tu l'utilises? Toi, je trouve que c'était intéressant d'en parler ici parce que c'est quelque chose de très concret et qu'on peut utiliser finalement pour traverser ces sensations. Ouais. Mm. Alors, ben, écoute, justement, c'est pour moi un des gros points forts, si tu veux, du travail avec le chamanisme. Donc, j'utilise la pendulation, pas que forcément nécessairement en chamanisme, mais
c'est un des gros bénéfices pour moi de cette pratique. En fait, quand tu commences à une pratique chamanique, les chamans, ils ne travaillent jamais eux-mêmes seuls. C'est ce qui fait aussi la particularité du chamanisme, c'est que le chaman ou le praticien en chamanisme s'associe avec des experts des mondes invisibles. C'est ce qu'on appelle les esprits alliés. Ok. Donc, ils sont des esprits bienveillants, transcendantaux, c'est-à-dire qu'ils ont transcendé l'ego, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de personnalité, remplis de compassion, qui vont guider le chaman en lui apportant la vision, la sagesse, les énergies de guérison, tout ce qu'il a besoin de savoir. Donc ça, c'est la vision chamanique. Personnellement, moi, je considère que c'est un mécanisme qu'a notre psyché de pouvoir projeter en fait à l'extérieur de soi ce qui est à l'intérieur de nous. Moi, le chamanisme, en fait, c'est ça. Ça te permet de projeter en fait des qualités que tu as déjà en toi, mais auxquelles tu n'as pas accès. Pour moi, les esprits alliés, c'est un peu en fait des parties de nous en fait que le son du tambour, l'état modifié de conscience nous fait projeter à l'extérieur, mais en fait, ça te met en contact avec ce qui est à l'intérieur, mais auquel tu n'as pas encore accès. C'est vraiment drôle que tu dis ça parce que moi j'ai été élevée dans la religion catholique, bon voilà, assez détendue et tout ça, et puis j'ai tout rejeté à l'adolescence, puis après quand j'ai reconnecté, mais plutôt spirituellement, tu vois, pas avec la religion, mais plutôt spirituellement, je me disais, en fait Dieu c'est un miroir. J'avais cette, tu vois, cette réalisation-là Ouais. que, en fait, Dieu c'est un miroir, il me renvoie, c'est magnifique. Mais oui. C'est les esprits alliés, là, ça me fait penser à ça. Mais pour moi, tout est un miroir, tu vois, tous les rituels, ne serait-ce que le matin, moi j'allume une bougie sur mon autel. Allumer une bougie, pour moi, c'est pas tant le fait d'allumer une bougie à l'extérieur qui est puissant. Pour moi, c'est le fait que ce symbole de la bougie, ça pour moi, c'est dans ma psyché, dans mon corps, ça évoque un sentiment de paix, un sentiment de lumière, mais qui en fait, ça me le fait ressentir à l'intérieur de moi par ce geste extérieur. Le chamanisme, c'est ça en fait. Tu vois, tu t'associes. Bon, moi, par exemple, mon esprit allié principal, c'est l'esprit d'un cerf. Ce cerf, en fait, il représente plein de choses en moi qui en fait sont en moi, mais auxquelles j'ai pas toujours accès. Donc du coup, pour en revenir sur la pendulation, c'est extraordinaire, si tu veux, pour aller explorer l'inconfort, d'avoir cette ressource qui est auprès de toi, qui peut être l'esprit d'un animal, l'esprit d'une plante, l'esprit d'un ancêtre, l'esprit d'un chaman, l'esprit d'une énergie, voilà. Et donc moi, c'est ce que je fais. Je mets en contact les gens avec leurs esprits alliés parce que en fait, ça crée une ressource de bienveillance, de compassion, de lumière, de sécurité qui va les aider à partir à l'exploration des parties un peu plus sombres. Que quand tu le fais seul, ça, sans avoir cette ressource, ça peut tout de suite te mettre en mode survie, en dissociation, et c'est ce qui peut te mettre en mode panique, et c'est ce qui peut te faire peur justement d'aller réexplorer ces parties de toi. Mais là, avec le chamanisme, tu as cette ressource super profonde. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est exactement ce qu'on retrouve dans le somatic experiencing de Peter Levine, en fait, toujours cet aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur, et puis je vais voir que je cherche une ressource à l'extérieur et je reviens à l'intérieur et je Ouais, cherche. ouais, Et en fait, dans le chamanisme, c'est le même mouvement finalement. c'est Cet ça. aller-retour entre ton esprit allié et toi, où on pourrait dire, Peter Levine, il dit entre une ressource à l'extérieur et je reviens à l'intérieur, mais finalement, c'est le même mouvement. Ouais, exactement. Super intéressant. Donc si vous nous écoutez, que voilà, si vous voulez rentrer en contact avec votre esprit allié, on va parler à la fin de l'épisode de où est-ce qu'on te trouve, Guillaume. Si vous voulez déjà commencer à le faire juste avec une ressource comme ça à l'extérieur de vous, ça peut être laisser ses yeux se poser sur quelque chose qui nous fait du bien, qui est beau, une belle illustration, une couleur, une texture, une plante qui me fait du bien que j'ai dans la pièce, et puis je reviens vers mon ressenti et je repars à l'extérieur pour être avec ma sensation, mais ancrée dans le présent en même temps. Et ça nous permet une intégration qui est très intéressante, et de traverser cet inconfort. Et souvent, moi, ce qu'on me dit en breathwork, j'ai pu être avec la sensation, et c'était ok en fait. J'étais avec la sensation de l'anxiété et je respirais à travers ça, et je me suis rendu compte que c'était ok en fait. Ouais. Je crois que c'est une des plus belles choses qu'on peut me dire à la fin des séances de breathwork, ça. Je voulais parler avec toi, justement, on connaît maintenant bien le lien entre anxiété et trauma.
l'anxiété, c'est un symptôme finalement, hein, c'est une de nos réponses, c'est un symptôme. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition, nous les humains? Il y a ces quatre réponses traumatiques de survie. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Et puis je voulais aller un petit peu en détail dans l'une d'elles, qui est le phoning, dont toi tu parles pas mal et que je trouve super intéressant, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France. Peut-être parce que le mot est anglais et qu'il n'y a pas de traduction super bonne, et du coup, voilà, on y va avec peut-être un peu plus de résistance, mais est-ce qu'on peut parler rapidement hein, de ces quatre réponses qui sont à notre disposition quand on se sent en danger? Et puis le phoning, c'est quoi en particulier? Ouais, le trauma, c'est quand en fait il y a une menace qui est perçue ou réelle. Ça peut être donc, j'insiste sur le fait que ça soit perçu parce que c'est pas forcément une menace réelle dans le sens où quelqu'un va nous agresser. Ça peut être vraiment quelque chose que notre corps perçoit comme étant une menace. Et je trouve j'aime beaucoup ton discours là-dessus où tu rappelles souvent, si c'est vraiment toxique, si vous êtes vraiment en danger, barrez-vous, on est bien d'accord. Souvent, la plupart du temps, 90% du temps, c'est perçu. Ça arrive que ce soit réel, mais ok. Ouais. C'est important. Et du coup, en fait, quand le corps perçoit une menace, que ce soit réelle ou pas, notre système nerveux va mobiliser une énergie de survie. C'est ce qu'on appelle du coup les réponses du système nerveux pour la survie. Et donc l'énergie peut être mobilisée vers l'extérieur en direction de la menace pour la détruire ou la rendre hors d'état de nuire. C'est ce qui s'appelle donc la réaction du combat, hein, le fight or flight, hein, c'est une de ces réactions-là. C'est vrai qu'en anglais c'est pratique parce qu'on a les 4 F, donc ouais, c'est l'énergie de combat, c'est fight en anglais du coup, ok. Ouais, c'est ça. L'énergie peut être mobilisée le plus loin pour nous amener le plus loin possible de la menace, donc la fuite, hein, le flight. L'énergie peut être mobilisée vers l'intérieur de soi. Ça, c'est ce qu'on appelle le figement, la congélation, en anglais freeze. Ça, c'est-à-dire que plutôt que d'être... on va aller complètement à l'intérieur dans le but de se rendre invisible en fait, à la menace, mais aussi dans le but de toute l'énergie du corps va se couper au cas où en fait, ça viendrait à la mort pour nous protéger des sensations désagréables, de la douleur qu'on pourrait ressentir si la menace nous attaque. C'est un peu le dernier recours. Ouais, c'est cette espèce de... Moi, j'aime bien dire un court-circuit. Je sais pas si c'est tout à fait juste, mais c'est ces grosses énergies sympathiques et dorsales ensemble et ça fait un espèce de court-circuit. On est figé, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Et après, du coup, il y a une quatrième réponse possible qui est celle du phoning, donc du plaire pour survivre ou du apaiser pour survivre. Cette fois-ci, en fait, l'énergie de notre corps va être mobilisée pour charmer la menace, pour l'apaiser. Faire en sorte que si on fait plaisir à la menace, ça va calmer en fait son état d'agressivité et elle sera plus vraiment une menace pour nous et ça va nous permettre de survivre. Et comment ça se traduit alors quand... donc, on a des réponses un petit peu... je vais dire par défaut, si on peut le dire comme ça. Enfin, en tout cas, des réponses vers lesquelles notre système va plus instinctivement que d'autres. Le phoning, du coup, c'est quoi? J'évite le conflit à tout prix. Je dis oui alors que je voulais dire non. Comment est-ce que ça va se manifester pour que les personnes qui nous écoutent, elles puissent se dire ah ouais, en fait, je pense que je suis dans cette réponse ou non, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. En fait, en général, quand on n'a plus le choix d'utiliser une autre action que le phoning, c'est-à-dire combattre, c'est pas possible. Très souvent, enfant, en fait, on fait face à des adultes qui sont plus forts que nous, donc combattre, ça n'a pas de sens. Fuir, on peut pas fuir parce que si on part de la maison, on est en danger, donc c'est encore pire. Donc très souvent, en fait, la plupart d'entre nous, quand on est dans un contexte familial très très compliqué, on va se figer, hein, donc figement, dissociation. Mais quand même ça, c'est pas suffisant, on va aller vers le phoning. Donc on va faire en sorte de répondre à tous les besoins avant même qu'ils soient formulés de la personne ou des personnes qui peuvent devenir des menaces. Donc on va tout faire dans ce qui est dans notre possible pour que cette personne soit bien. Et donc ça veut dire se sacrifier soi-même, sacrifier ses besoins. Si moi je suis pas d'accord avec quelque chose, je vais pas oser le verbaliser
parce que je sais que si je le verbalise, ça risque de créer du conflit et donc d'activer la menace. Si je n'ai pas envie de faire une activité, je vais quand même me forcer à le faire. Si j'ai pas envie de sourire à une blague ou de rigoler à une blague, parce que c'était une blague qui m'a, qui est remplie d'offenses, qui est même pas drôle, je vais me forcer à rire pour être sûr que la menace ne soit pas activée par ma réaction, que ça me mette pas en danger. Ouais, c'est magnifique. Moi, je les qualifie vraiment de magnifiques réponses de survie, mécanismes de protection qui étaient tellement utiles à ce moment-là, mais qu'après, malheureusement, deviennent maladaptives parce qu'on les emmène dans nos relations d'adultes, en fait. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que c'est tout à fait, c'est génial, c'est magique si tu veux, et comme tu dis, c'est magnifique que le corps ait créé ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'effectivement, ces comportements, ils nous ont protégés. Et ces réponses-là, elles sont là pour nous protéger. Le problème, c'est que normalement, on est censé en sortir de ces réponses-là. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, pour en sortir, en fait, on a besoin de soutien. Soit que ce soutien, on le trouve à l'intérieur, mais ça, c'est super difficile quand on est enfant. Soit on devrait le trouver à l'extérieur, avec nos parents, les gens qui nous entourent. Mais quand on n'a pas accès à ça, bah, on reste figé dans ces réponses-là et elles deviennent part entière, elles font partie après de notre comportement, de notre personnalité. C'est un truc qui est activé en nous et qui inconsciemment va toujours s'activer. Et donc effectivement, dans notre vie adulte, ça se retrouve. L'agressivité, tu vois, le fight, c'est facile, c'est à se dire, ok, c'est pas, mon comportement n'est pas bien, je suis trop agressif pour rien. La fuite, ça devient un peu plus délicat, figement encore plus délicat. Le phoning, c'est pour ça que j'adore en parler, parce que c'est presque invisible, quoi. On a tellement... à part nous et même nous, des fois, on a du mal à se rendre compte qu'en fait, on a tendance à tout le temps s'auto-sacrifier. Sacrifier ses besoins et mettre en avant les besoins des autres. Et puis si on élargit un petit peu, on est dans une société qui encourage à fond le phoning, parce que s'il faut rentrer dans le moule, et c'est quand même ce qu'on nous demande, Mais totalement. voilà, et ben c'est bien d'avoir des gens traumatisés qui sont là-dedans, c'est encore mieux. Ah ouais. C'est plus pratique, tu vois. Ouais. Ouais, tout le travail de guérison, en fait, c'est ça, c'est de commencer à démêler ce sac de nœuds et de dire, ok, qu'est-ce qui est ma vraie personnalité, mon vrai moi, finalement, et qu'est-ce qui tient de tous ces mécanismes d'adaptation. Et c'est ce que tu disais au début, ça faisait partie de moi, en fait. On a tellement l'impression, on dit, ah, c'est ma personnalité. Et Gabor Maté, qui est un des grands experts sur le trauma, il dit, non, c'est pas votre personnalité, c'est ces mécanismes d'adaptation. En tout cas, un bon pourcentage de ce qu'on qualifie notre personnalité, c'est de l'adaptation. Donc, qu'est-ce qu'est ma personnalité? Qu'est-ce qu'est de l'adaptation? C'est ça, pour moi, c'est Ouais. ça le grand chantier de la guérison. Ouais, carrément. Et en fait, en prendre conscience, c'est même pas suffisant parce que pour moi, c'est tellement profond. Tu vois, le phoning, ça remonte vraiment à des périodes de notre vie où notre intellect et notre capacité émotionnelle, c'était pas encore pleinement développé. Du coup, en fait, quand tu crées ces mécanismes, ça va toucher vraiment à des réactions très, très primaires qui vont... tu vois, si tu te dis, si j'ose dire non, ça veut dire que je vais être agressé, violenté, peut-être rejeté. Et pour un enfant dont l'intellect n'est pas encore pleinement, tu vois, pleinement développé, c'est égal à la mort, ça. Donc pour les animaux que nous sommes, la mort, c'est un des trucs qu'on évite à tout prix. Donc du coup, une fois adulte, de dire non, ça peut paraître tout bête, tu vois, mais ça va déclencher des mémoires hyper profondes qui vont peut-être même faire remonter des trucs du genre, bah, si je dis non, je vais mourir en fait. La partie de nous qui est restée bloquée dans cette réponse traumatique peut se dire, je peux pas dire non, je vais mourir si je dis non. Et générer énormément d'anxiété, Ouais. par exemple. Voilà, par exemple. Et je dis ça pour pas que les gens qui nous entendent culpabilisent en se disant, mais pour moi, dire non, c'est trop dur, quoi. Je reconnais que j'ai cette réaction-là, mais j'ai beaucoup de mal à changer. Bah, c'est normal, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient chercher des choses hyper profondes, qui dépassent simplement la compréhension intellectuelle, quoi. Oui, c'est un des gros travaux, c'est un des gros morceaux qu'on fait en coaching, en fait. Et moi, je dis souvent aux personnes que je dis, ok, cette question des limites, hein, on parle souvent de poser ses limites, dire non, c'est ça.
ok, on va devoir réguler avant, on va devoir réguler après, on va y Exactement. arriver, on va y aller, on va prendre le temps d'être dans nos sensations pour comprendre c'est quoi les limites qui sont basées sur ma vérité et pas ces limites un peu réflexes d'autoprotection qu'on regrette après, c'est quoi vraiment les limites que j'ai envie de poser, on va réguler avant, s'ancrer en ventral, on va réguler après et on va prendre le temps en fait et on va les faire vraiment, vraiment graduellement. Peut-être qu'au début c'est de juste écrire ce que Mm. j'aimerais poser comme limite. Ouais. Personne va le lire, je vais juste l'écrire, peut-être qu'après je vais le verbaliser. Et peut-être qu'après, une fois que je suis assez régulée, assez ancrée en ventral, et ben là je vais pouvoir l'exprimer Exact. vis-à-vis d'une autre personne. Mais voilà, il y a tout ce travail en amont à faire et ça met du temps et c'est Ouais. ok que ça mette du temps en fait. Ouais. Mm. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi que je trouve super intéressant dans le phoning, c'est que on a vraiment développé une capacité à ressentir dans le corps de l'autre ce qui se met en place au niveau nerveux, et en fait à le ressentir dans nos corps, et en fait ça peut avoir tendance même à nous faire internaliser en nous ce que l'autre ressent. Mm. Mm. Et du coup, les fawners, les gens qui ont cette réaction-là, euh, on peut vraiment avoir tendance à plus avoir conscience de ce qui nous appartient à nous et Mm. ce qui appartient à l'autre. Du coup, on peut être au clair avant d'être au contact de l'autre personne. Tiens, ça c'est ma limite. Mm. Par exemple, je sais pas, un choix de vie. J'ai envie de devenir végétarien. Quand je suis toute seule, c'est facile, tu vois, je sais que c'est ça. Je vais dans ma famille, je leur exprime cette envie, ça déclenche une réaction dans leur corps, je la ressens, je l'internalise, et là je me mets à douter. Je me dis, ok, non, en fait, je vais manger de la viande, je suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ces Complètement, mécanismes aussi, complètement. et Oui. d'où retrouver la sécurité dans le corps d'abord seul, pour être Mm. ok avec sa limite, avoir des endroits de sécurité qui font on n'internalise plus aussi les réactions des autres. Ça, moi, c'est un truc Complètement. sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'avais tellement tendance à en fait fusionner avec les réactions de l'autre parce que c'était mon mécanisme de survie. C'était ça qui me permet, Mm. c'était mon baromètre en fait. Je me disais, c'était comme ça que je pouvais savoir, tiens, là, il va falloir que j'agisse de cette façon-là pour pouvoir apaiser les personnes qui étaient agressives autour de moi, par exemple. Mm. Ouais, donc finalement, c'est d'abord, en fait, c'est une question d'être dans sa sécurité. Et je dois d'abord faire le travail pour être encore plus en sécurité dans ma vérité que en sécurité dans la tribu, finalement. Ouais, ouais. C'est presque ça. Hmm. Faut que mon niveau de sécurité dans ma vérité, il dépasse le niveau d'appartenance à la tribu, ce qui est un gros morceau, parce que l'appartenance à la tribu, Dieu sait que c'est la survie et depuis très, très, Ah très, oui, très, très longtemps. ouais. Mais magnifique, merci beaucoup. C'est super de faire le tour un petit peu de. Bon, on pourrait en parler encore, mais en relation avec le chamanisme, je voulais revenir un petit peu sur. Tu nous parlais de la nature, le lien entre la nature et nos systèmes nerveux. Ouais. Ah, j'adore ce sujet. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Bah alors, il y a deux choses, je pense, importantes. Euh, le premier, c'est... Bon, c'est peut-être les deux sont liés, en fait, mais bon, on pourrait résumer ça en termes de co-régulation. Tu sais, donc ce mécanisme qui fait que nos systèmes nerveux sont capables de se réguler en étant en connexion avec le système nerveux d'une autre personne, d'un autre être. C'est pour ça que souvent, caresser son chat, son chien, qui ont des systèmes nerveux en général beaucoup moins traumatisés que les nôtres, voire pas du tout, ça nous aide, ça nous apaise. Ça, par raisonnement, ça apaise notre système nerveux. Moi, je ressens la même chose au contact de la nature, si tu veux. C'est comme connecter avec la nature, c'est comme connecter avec le grand système nerveux de la planète, de mère nature, qui est un système nerveux qui est pour moi au top de l'harmonie, de la relaxation. Donc, connecter avec la nature, c'est une façon vraiment pour moi très rapide de réguler mon propre système nerveux. Ça, je dirais, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que passer du temps avec la nature, pour moi, et c'est peut-être lié à ce mécanisme de corrégulation, mais je me suis rendu compte que ça créait en moi suffisamment d'espace pour pouvoir prendre du recul sur mes états d'activation. Tu vois, quand tu es activé, tu vois que ça. Tu t'identifies à l'activation, ton mental crée des histoires qui collent avec ces états d'activation, avec ton mal-être, et on a beaucoup de mal à en sortir par soi. Quand je suis dans cet état-là, et que même un contact humain, c'est trop activant pour moi,
aller à la rencontre d'une plante, par exemple, ou d'un arbre, Mm. ça me permet de suffisamment me calmer et de créer suffisamment d'espace à l'intérieur de moi pour pouvoir en fait me désidentifier de mon état d'activation Mm. et, comme ce que j'ai dit avec le chamanisme, avoir accès à de la sagesse, avoir des prises de conscience qui me permettent en fait de faire circuler un peu cette énergie et en tirer des leçons. Donc c'est en ça que pour moi le contact avec la nature est super guérisseur et super important. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai pas mal de personnes moi qui me disent c'est un peu le dernier recours, tu sais, quand il n'y a plus rien qui marche, Ouais, je vais dans la nature parce que ça, je sais que c'est ça qui marche. Et peut-être que on peut faire cette invitation là pendant l'épisode. Est-ce que ça pourrait pas être votre premier recours, au lieu que ce soit le dernier bah recours et un exactement, recours préventif même, tu vois. Moi, je sais que je vais marcher 2 fois par jour en forêt, hein, je peux pas faire autrement. C'est absolument. Mm, mm, Et je sais que toi, t'adores travailler avec les huiles essentielles. mm, Ben, ne serait-ce que, tu vois, d'avoir une bouteille d'huile essentielle et de la sentir, mm. c'est en fait, d'un point de vue chamanique, toute partie de la plante, donc ça, la médecine de la plante, l'huile essentielle, c'est une des parties de la médecine de la plante, contient Ouais. toute l'information spirituelle, l'énergie, l'esprit de la plante. Donc Mm, quand tu renifles, quand tu sens une bouteille d'huile essentielle, spirituellement, chamaniquement, en fait, tu te mets en contact, t'appelles à toi l'énergie de la plante. Et mm. parfois, ça peut suffire pour sentir cette présence bienveillante qui vient t'accompagner, t'entourer, et avoir un bénéfice similaire à une balade en nature ou une connexion chamanique avec l'esprit d'une plante. Donc ça, c'est Ouais. des trucs tout simples aussi qu'on peut avoir comme ressource de Ouais, et si régulation. on les fait, j'imagine, un petit peu plus en conscience, effectivement, Voilà. et voilà, Ouais, appeler à soi, ouais. c'est magnifique, surtout pour les citadins, c'est super. Bah ouais, c'est pour ça que je dis Ouais, ouais, ça. ouais. Ouais. Oui, On n'a oui. pas toujours la chance d'avoir accès à une forêt ou à un parc. Ouais, Mais donc, ouais, ouais. les huiles essentielles, les fleurs de bac, les élixirs floraux, c'est aussi Mm, des façons magnifiques. Pour moi, pareil, les fleurs de bac, à partir du moment où c'est fait avec, en conscience, où tu sais, tu reconnais que tu invites à toi, en toi, l'énergie d'une plante. mm, mm. Une infusion, même une Magnifique. infusion, tu vois, faire une infusion de verveine ou de rose. Moi, j'adore travailler avec l'esprit de la rose. Des pétales de rose, une infusion de pétales de rose. Tu bois ça en conscience, en sentant que tu rentres en contact avec cet esprit bienveillant, rempli d'amour qu'est la rose. Et tout de suite, ça crée cet espace qui te permet de sortir de ou en tout cas pas en sortir, mais en tout cas prendre suffisamment de recul, si tu veux, pour te désidentifier de cet état traumatique dans lequel tu peux être bloqué. C'est top que tu parles des plantes parce que je voulais justement te poser la question. Peut-être on va parler de l'anxiété parce que c'est le thème du podcast, peut-être sur l'anxiété. Je sais que tu avais partagé l'avoine. Moi, je connaissais pas du tout l'infusion d'avoine. C'est génial. Je te remercie. J'ai Ouais, découvert ouais, ça. J'adore. Et ouais. puis, ça infuse pendant longtemps, 4 heures, je crois. Tu 4 disais, heures. c'est assez long. Bon, c'est génial. Est-ce qu'il y a je crois que tu avais parlé du tilleul pour la colère aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des plantes comme ça que toi t'affectionnes tout particulièrement ou que tu conseilles dans l'anxiété? Je sais que tu travailles plus du coup en herboristerie, donc avec la plante entière. Et puis Ouais. comment on peut les utiliser? Peut-être en infusion, cataplasme, voilà, comment tu les utilises? Ah ouais, moi, j'adore ce sujet aussi, j'adore. Donc ouais, plantes pour l'anxiété, pour moi, il y a vraiment des incontournables. L'avoine, c'est la première, parce que l'avoine, en interne, ne serait-ce qu'en interne, tu vois, c'est vraiment une plante qui a tout ce qu'il faut pour physiquement, physiologiquement, nourrir ton système nerveux. Elle a tous les Mm. nutriments dont les nerfs ont besoin pour se régénérer, et ça, c'est vachement important. Parce que tu vois, faire du travail sur les traumas, en fait, ça déclenche aussi tout un travail physiologique de restructuration du système nerveux. Donc l'avoine, elle aide vraiment à faciliter ça. Mm. Mm. Euh, Ouais, moi j'en parle plus avec du coup ouais, les nutriments, vitamines, minéraux, la nutrition holistique, pas forcément les plantes, mais c'est super intéressant du coup sur le sujet des plantes, mais effectivement, je pense que c'est tellement important de soutenir au niveau physio parce que tu vas absolument. demander tellement d'énergie à ton système nerveux, ouais. Dès Ouais, que tu veux sortir du pilote automatique, hop, ça, on commence à prendre beaucoup plus d'énergie, donc magnifique. Ok. absolument. Ouais. Et sous quelle forme alors? Parce que l'infusion d'avoine, je pense que c'est ultra inconnu au bataillon pour plein de personnes qui nous écoutent. Où est-ce Ouais. qu'on peut la trouver? Sous quelle forme on Donc la prend alors, cette ouais, d'avoine? c'est pas l'avoine, tu sais, qu'on prend pour le petit-déj, hein. C'est pas le flocon d'avoine, quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est les sommités fleuries sèches d'avoine. Ok, C'est pas ok. forcément évident à trouver en France,
Mais bon, je sais pas comment. Moi, en tout cas, j'ai des liens d'herboristes qui les vendent. Je sais pas si on peut peut-être les mettre dans la description du On podcast. peut les mettre dans les show notes, carrément. Ouais, Ouais, on ouais. mettra ça dans le lien. Et Super. après, il y a une façon particulière de préparer l'avoine pour vraiment justement retirer les bienfaits nutritifs, qui est donc une infusion dont je parle dans ce réel que tu as vu sur Instagram. Une infusion assez forte avec 30 grammes de plantes pour 1 litre d'eau. On fait infuser 4 heures, on filtre et on boit ça tout au long de la journée. Ok. Voilà. Ok. Et donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On boit sur une journée, on doit se faire une cure, on le boit de temps en temps quand on sent qu'on en a besoin. Donc, si vraiment, tu vois, dans les grandes périodes d'anxiété, moi, je me fais ça en cure et j'en bois pendant tous les jours pendant 2-3 semaines. Ok. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont fait des cures de 3 mois. Enfin, c'est une plante qui est très sûre, tu vois, il n'y a pas de contre-indication particulière. Super. Voilà. Après, sinon, moi, ce que je fais en entretien, c'est que je mélange l'avoine avec de la mélisse, qui est mon autre plante favorite pour le système nerveux, donc la mélisse citronnée, le tulsi, donc le basilic sacré. Ouais. Et je mélange ces plantes ensemble et je bois 1 tasse par jour. En général, je bois ça, tu vois, 1 heure avant de me coucher le soir. Ok. Le Ok, tulsi, super. c'est aussi une plante adaptogène, hein, qui est super pour le système nerveux. La mélisse aussi, très 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 Ouais. calmante. Voilà. Oui, et la mélisse, elle pousse chez nous en plus, donc magnifique. Enfin, je sais pas, mais moi en Slovénie, elle pousse chez moi, j'en Ah récolte, ouais, donc il y en on a. peut la trouver, c'est C'est facile. hyper abondant. Ouais, L'avoine ouais. aussi, en fait. L'avoine Ouais, oui. pousse de partout dans la nature. Mais bon, on a un peu perdu cette reconnaissance des plantes-là. Mais l'avoine, c'est super commun chez nous aussi. Ok. Le basilic Ok. sacré, bon, c'est une plante qui est originaire d'Asie, d'Inde Ouais, surtout. d'Inde. Mais ça pousse très bien en pot, donc ça, c'est aussi un truc qu'on peut cultiver dans son jardin. C'est super Ok. bon. Euh, Ouais, donc voilà. super. Ouais. Ok. Et après, dernière plante que je mentionnerai pour l'anxiété, pas nécessairement pour ses aspects physiologiques ou herboristes dans l'herboristerie, c'est la rose. Mais ça, c'est vraiment parce que la rose, c'est une plante spirituellement, si tu veux, qui crée un C'est cocon. l'amour divin, la Ouais, c'est rose. ça. Ouais, c'est. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas besoin nécessairement, tu vois, parce que l'huile essentielle de rose, elle est quand même assez onéreuse, mais d'acheter des pétales de rose et d'en boire de temps en temps, c'est super bénéfique. Une petite recette que je vous donne, parce qu'elle est tellement délicieuse, tellement facile à faire, c'est de faire un miel infusé de pétales de rose. Un miel médicinal. Donc tu vas dans ton jardin, si tu as la chance d'avoir un beau rosier, tu ramasses des poignées de pétales de rose, tu les mets dans un bocal qui soit sec, et tu verses par-dessus du miel liquide. Ok. Du miel de fleurs, du miel de lavande, peu importe, il faut que ça soit juste un bon miel qui n'ait pas été pasteurisé et liquide. Et tu verses ça sur tes pétales de rose, tu fermes le bocal et tu retournes le pot tous les jours. Donc un coup tu le mets sur le couvercle, un coup tu le mets sur le côté Le normal. fond. Ça fait traverser, le miel en fait va traverser les pétales de rose. Au bout de 3-4 jours, déjà en fait les pétales se seront tout recroquevillés et tous les bienfaits des pétales de rose seront rentrés dans le miel. Et au bout de 2-3 semaines, en fait, on a un miel infusé de rose qui a un parfum hyper délicat, qui est super bon. Et tu peux prendre une cuillère à café de ce miel infusé de pétales de rose, mettre dans une tasse, verser de l'eau chaude, pas bouillante dessus. Et en fait, ça te fait une infusion instantanée de rose qui est absolument divine. Et c'est comme un espèce de câlin, si tu veux, pour le corps, pour le système nerveux et pour ton système énergétique. Donc ça, j'adore. On va arriver à la fin de l'épisode, donc on va pas pouvoir parler de tout, mais c'est magnifique parce que c'est une belle antidote aussi, l'amour de soi, la compassion envers soi-même, une antidote à la honte, hein, et le trauma, il peut nous générer tellement de honte, donc Oui. magnifique. La rose, super, super belle plante. Merci Guillaume pour tout ça. Quelques questions pour toi un petit peu sur voilà, ton chemin à toi. Tu nous en as parlé un peu au début, mais peut-être en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Donc voilà, ton chemin de développement avec l'entrepreneuriat, est-ce que ça a été un chemin de guérison aussi? Un chemin de développement personnel, j'imagine. Oui. Un chemin de guérison, est-ce que tu avais des peurs au début? Est-ce qu'il y en a qui sont toujours présentes? Qu'est-ce que tu as transmuté? C'est quoi un peu les next steps pour toi?
Ouais, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais moi je vois vraiment le business comme un chemin, un peu comme un... Tu sais, j'imagine, j'ai pas d'enfant, mais un peu comme quand t'es un enfant, quoi. Tu sais, les parents, ils disent souvent, l'enfant te fait vraiment évoluer. Pour moi, une entreprise, c'est aussi ça. Ça te met Mm. face à tes peurs, ça te met face à tes blocages, à tes limitations. Donc oui, j'ai fait face à tout ça. Ça a été vraiment hyper difficile à plein de moments. Surtout à l'époque où j'avais pas, si tu veux, cette conscience du système nerveux, j'avais pas conscience qu'il y a certains événements, certaines étapes de la création et le maintien d'une entreprise qui pouvaient me lancer dans des réponses traumatiques desquelles je sortais pas, quoi. Mm. Donc, Mm. ouais, pour moi, ça a été très riche, en fait, d'appliquer aussi ces connaissances des traumas et du système nerveux sur mon business et être conscient en fait de chaque étape, de ce que ça Mm. déclenche en moi et de voir en fait quelle part de moi est déclenchée, qu'est-ce qu'elles ont à me dire et comment est-ce que je peux les aider à se sentir mieux et à les intégrer en fait dans cette aventure quoi, parce que c'est une sacrée aventure. Ouais, Hmm. moi, ça a été, je pense, un de mes gros apprentissages, c'est temps d'intégration. Parce que je me donnais jamais ça dans l'entreprise. Tu sais, je terminais jamais les boucles, en fait. C'était Ouais, toujours... et la boucle, elle est presque terminée, mais non, non, je célèbre pas, je fais rien, et je suis déjà dans la boucle d'après. Il y avait pas d'intégration et pas de célébration. Donc ça a été mes gros apprentissages. Mais est-ce que ouais. c'était que tu avais toujours en fait les yeux sur un objectif encore plus grand et puis ouais. Next step, next step. Ouais, mais C'est... c'est beau ce que Ah tu oui. dis. Ouais, prendre le Mm. temps de célébrer les étapes et faire attention à ce mécanisme que moi j'ai beaucoup aussi et je suis vigilant de qui est, tu vas toujours se focaliser sur presque ne jamais être complètement satisfait de ce que tu as déjà atteint et toujours se dire aller plus haut, aller plus haut, aller plus Mm. haut, aller plus Mm. loin. Et je pense que c'est cette... tu sais, un petit peu comme quand on dit, ok, est-ce que je peux être avec une sensation désagréable et puis être avec quelque chose d'agréable en même temps. Tu vois, il y a deux réalités qui sont possibles en fait. Et pour moi, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le challenge de... Il y a deux réalités qui sont possibles. Je suis en immense gratitude et super satisfaite de ce que j'ai fait. Je suis capable de me retourner et de voir, waouh. Et en même temps, je sais que je suis pas encore peut-être là où j'ai envie d'être. Et je sais que j'ai mes prochaines étapes et que je veux aller encore plus loin, mais ça m'empêche pas d'être complètement satisfaite de la situation d'aujourd'hui. Et ça, pour que ça infuse complètement en moi, ça a mis ouais, du temps. Je pense que ça y est, je pense toujours work in progress. Je me le rappelle vraiment, Ouais. vraiment souvent, mais Et tu trouves pas que c'est un peu comme le travail avec les traumas? Parce que finalement, tu progresses, tu vas vachement mieux, mais il y a exactement. toujours des parties de toi qui vont pas bien et c'est un peu toujours Mm, cette danse mm, aussi. Et ça, moi, ça me fait du bien de me rappeler ça, tu vois. C'est pas parce que tu fais beaucoup de travail sur tes traumas que, en fait, tu vas arriver vers un top où tu te sentiras toujours super bien. Il y a toujours les Moi, deux. j'aime vraiment la métaphore de la cicatrice, tu vois. Où je me dis, ok, la blessure, elle est là. La blessure, elle est là, et puis elle est un petit peu plus rigide, un petit peu plus sensible qu'à d'autres endroits de la peau, tu vois. Ouais, Et quand ça va venir toucher la cicatrice, ok, bah moi, je vais avoir besoin de réguler plus que quelqu'un d'autre à cet endroit-là, parce que elle est exactement à cet endroit-là. La cicatrice là, vous me voyez pas parce qu'on est en podcast, mais je suis en train de montrer un endroit de ma main. Mais peu importe où est-ce que c'est sur le corps, si cet endroit-là il est touché, un peu comme le talon d'Achille, hop, si moi je suis touchée sur mon talon ou que j'ai une blessure à cet endroit-là, ouais. et ben ok, je vais avoir besoin de réguler un petit peu plus. Et je pense que ce qui a été très important pour moi, c'est d'accepter ça. Que moi j'avais besoin de plus de régulation à cet endroit-là, tu vois, et de pas laisser ma Hmm. critique intérieure à chaque fois s'engouffrer dans la brèche, tu vois, en me disant mais tu devrais être capable, c'est quand même pas une situation compliquée, etc., etc. Tu vois, non, non, j'ai besoin de régulation et c'est ok en fait, puisque Ouais. maintenant j'ai les outils et ça va plus vite et ça Hmm. va plus de façon plus légère aussi. Ouais. Mm. Hmm. C'est quoi tes prochaines étapes, tes rêves? Tu vois quoi pour chamanisme intégratif? Hmm. Chamanisme intégratif dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ouais, écoute, c'est mon rêve. Mon rêve pour le moment, c'est j'aimerais créer en fait une école pour former des thérapeutes qui utilisent ces outils-là. Ouais, Magnifique. pour qu'il y ait Mm. plus de praticiens qui utilisent ces outils-là. Parce que Mm. ça fait trop de bien et on Mm. en a Mm. tellement besoin. À la fois du chamanisme et du système nerveux du coin. Mm. Voilà, ouais, vraiment, ouais, ce Les côté, deux. ouais, côté chamanisme informé trauma.
Ouais, qui inclut tout. Ouais. Magnifique. Je crois que t'es le seul plus ou moins à parler, enfin à avoir intégré de cette façon-là ces notions, non? Moi, je connais personne d'autre vraiment. Ouais, je crois pas non plus, ouais, effectivement. Ouais. Superbe. Est-ce qu'il y a eu une ressource, quelque chose, un podcast, un livre, une personne qui t'a aidé beaucoup, toi, sur le chemin, aidé ou marqué en tout cas, et où tu pourrais dire à quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui veut, tu vois, commencer avec le chamanisme ou commencer avec le système nerveux, tu dirais, bah voilà ce que je te conseille, commence par là, tu vois. Ouais, ouais. Bon, bah, pour moi, sur la voie du chamanisme, il y a vraiment un point de départ qui est super à faire. C'est de lire le livre de Michael Harner sur le chamanisme qui s'appelle La voie du chaman. Ok, on Ouais, le mettra dans les show notes. Ok, ouais, la voix du chaman. Ok, on mettra le lien. ouais. Et après, sur le système nerveux, j'ai énormément de ressources pour ça. Mais je dirais que vraiment, peut-être la ressource qui m'a le plus impacté, c'est un livre qui malheureusement n'est pas traduit en français, de Pete Walker, qui s'appelle Complex PTSD, from Surviving to Thriving. Et ça, voilà, je me suis tellement vu dans la description de ce syndrome post-traumatique complexe. Ça a été vraiment des révélations pour moi. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec l'anglais, il y a sur les traumas, Réveiller le tic de Peter Levine qui est Ouais, exceptionnel, Quand le corps dit non de Gabor Gabor Maté ou Le Maté. corps n'oublie rien de Bessel van de Kolk, c'est 3 super livres aussi. Donc si jamais voilà, vous dites ah non, c'est en anglais. Il y en a d'autres qui ont été traduits depuis, mais que très récemment hein, d'ailleurs, ces 3-là. Donc bon super. Et sinon, Pete Walker, Complex PTSD. Ok, ce sera dans les show notes. Merci infiniment Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Chamanisme intégratif sur Instagram. Voilà, ouais, sur Instagram, chamanisme intégratif. Donc, je poste des pratiques et du contenu lié à tout ce thème quasiment tous les jours. Et sinon, mon site web, donc www.chamanismeintégratif.com. Ok, si on veut être informé, du coup, pour le moment, t'es complet sur les accompagnements individuels, mais t'as aussi des choses en groupe. Donc, si on veut être informé, on s'inscrit à ta newsletter. Voilà, c'est ça le mieux. Et en Ok, plus, en faisant ça, on peut télécharger un voyage chamanique gratuit, informé trauma. super. Donc, ça peut être une bonne introduction pour celles que ça intéresse ou ceux que ça intéresse. Parfait point de départ avec les lectures que tu as conseillées. Magnifique. Merci infiniment, Guillaume. Merci beaucoup, beaucoup pour tous ces éclairages. C'était ultra intéressant et je suis sûre que ça va être tellement, tellement utile aux personnes qui vont nous écouter. Merci. Plein de belles choses. On te souhaite de thriving, comment est-ce qu'on dit en français, justement, de s'épanouir. Mais c'est encore plus que ça, thriving. C'est Prospérer, s'épanouir, ouais. fleurir. Ouais. Voilà, prospérer. On te souhaite ça absolument et à Chamanisme Intégratif et je suis sûre que tu seras de retour très vite sur le podcast. Avec joie. Merci Guillaume, merci T'en infiniment. prie. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, on se retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de soucis.